Alors moi, je m'appelle Laurence Elaïli Chapuis, je suis conseillère des Français en Irlande et présidente du conseil consulaire. Et je me présente donc en divers centres, c'est-à-dire que si je suis élue, si vous m'apportez vos suffrages, je rejoindrai la majorité présidentielle. Ce que je propose, c'est une politique qui soit plus proche du terrain, plus proche des réalités, de ce qui se passe sur place et des Français de l'étranger. Donc c'est pour ça que je veux vraiment utiliser mon expérience d'élu locale et pour cela. Je précise aussi que je suis, je crois, la seule candidate qui a eu un mandat local ici, et je pense que c'est très important parce que je suis bien placée pour connaître les réalités de chaque Français ici, notamment sur les questions d'administratif, comment les difficultés qu'on peut avoir pour obtenir un rendez-vous, pour avoir un passeport, par exemple, c'est une question importante, les problèmes de mobilité, les problèmes d'environnement et les problèmes de droits des femmes qui peuvent se poser aussi sur l'Europe du Nord et qui m'ont tenu en haleine toutes ces dernières années, depuis 2014, Artus. Donc bon, je pense que la présence du président de la République, la présidence du Conseil de l'Europe a permis à la France d'imposer une ligne diplomatique forte. Ça, c'est mon opinion. Je pense aussi que l'Union européenne a démontré, en tout cas, son intérêt et son importance, bon, non seulement aujourd'hui, quand on vit la crise en Ukraine, qui bouleverse les relations internationales, mais également au moment du Covid, où on a pu acheter rapidement des doses de vaccins et pouvoir les redistribuer, tout ça à un coût négocié. Donc je pense que là, on a quand même prouvé l'utilité et l'importance de l'Union européenne, et là, je suis d'accord avec M. Macron, qui veut une Europe plus flexible, plus modulable, qui est capable de s'adapter en cas de crise. Et là, sur les valeurs européennes, je partage totalement. En tout cas, moi, c'est toute la raison pour laquelle je me présente à cette élection. C'est pour rappeler les enjeux locaux qui me semblent importants. Alors, comme Alexandre l'a dit, il a tout à fait raison. Il y a une cuisine politicienne qui choisit des personnes dans chaque parti en fonction de raisons qui leur sont propres et que je n'ai pas à juger en tant qu'indépendante, puisque je ne suis jamais passée par une commission d'investiture, et que donc tous mes mandats, je les dois à mes simples électeurs. Donc je ne me permets pas de juger les partis politiques là-dessus. Et puis après, il y a les réalités de terrain, donc ce que vivent les Français tous les jours. Et moi, en tant qu'élu, élu local, élu modestement local, doté d'une voix consultative qui ne doit pas devenir facultative, si je me présente aujourd'hui, c'est pour représenter justement ces voix qu'on entend peu, qu'on ressent peu et qui sont, à mon avis, ignorées pendant tout le temps de tous les mandats, et je ne vise pas particulièrement Alexandre Lloyd, mais de tous les députés qu'on a pu élire depuis 2012, où on nous a dotés de députés pour les Français établis à l'étranger. Alors, je précise quand même que je suis très très claire sur mon positionnement. Je ne dis pas je suis de la majorité présidentielle, je dis je siège avec la majorité présidentielle et en cas d'élection, je rejoindrai la majorité présidentielle. Avec, en plus, mon apport, c'est mon expérience en tant qu'élu, mon expérience de terrain au service des Français de la circonscription, parce que, pardon, mais des fois j'ai l'impression que je me suis trompée de salle et que je ne suis pas dans la salle du débat sur l'Europe du Nord, parce que tout revient au national, c'est très intéressant, c'est très important. Par exemple, une critique, ce que je veux dire, c'est que c'est un petit peu long peut-être sur le national, c'est très important parce que ça fait partie du mandat d'un député, c'est très important parce que nos parents, nos enfants peut-être vivent en France, et donc c'est important de savoir ce qui va se passer en France, mais ça ne fait pas le tout, et il y a d'autres sujets qu'on évoquera plus tard. Changer cet ordre. Alors moi, ce que je vais pouvoir dire sur l'environnement, et je vais être beaucoup plus brève, je pense que c'est un sujet crucial, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai rejoint à l'Assemblée des Français de l'étranger le groupe Développement durable et commerce extérieur, parce que je pense que là sont les enjeux pour notre circonscription, et pour la France également, dans les prochaines années. Je pense que c'est extrêmement important. Mais je m'effraie d'une chose, c'est d'une inflation normative, c'est-à-dire que chacun voulant paraître plus vert que son voisin, il y a des tonnes de décisions qui sont prises, que ce soit évidemment par des députés qui en débattent à l'Assemblée nationale, mais pas seulement, aussi par les maires, les collectivités. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont décidées. C'est ce que dénonce d'ailleurs Corinne Lepage, que nous avons auditionné en même temps que le GIEC à la dernière session de l'Assemblée des Français de l'étranger. C'est le fait que finalement, il y a beaucoup de règles qui sont proposées et que ça freine l'application des règles précédentes, voire ça l'empêche. Et donc, je pense que, évidemment, il faut être très actif. Je pense qu'évidemment, il faut continuer à s'intéresser au sujet, mais je pense qu'il faut maintenant se mettre à appliquer.
Et je pense qu'il faut surtout appliquer, avant de rapporter encore de nouvelles règles où chacun veut se montrer plus vert que le voisin. Alors il y a une nouvelle règle qui paraît, et puis une nouvelle, et puis encore une autre, et puis la première a bloqué la deuxième, la troisième n'a pas avancé parce qu'on attend la cinquième. Et ça, c'est un véritable problème et ça bloque l'environnement. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'environnement, à mes yeux, on rencontre la même difficulté que sur le Covid. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux experts qui sont d'accord. J'ai entendu M. Jancovici, donc le président de The Swift Project, qui disait que lui, il n'était pas d'accord avec le tout renouvelable. On en a d'autres qui sont d'accord avec le tout renouvelable. On a vraiment une diversité d'opinions et chacun a sa vision de l'environnement. Donc je pense qu'il va falloir à un moment, pour le bien de cette cause qui est, je le répète, extrêmement importante, réussir à se figer sur quelque chose, choisir un chemin et y aller tous ensemble. Là, je ne sais plus où donner de la tête parce que j'ai vraiment à répondre à chacun, parce que c'est vraiment un domaine sur lequel j'exerce, parce que je ne suis pas la seule de la salle, mais je suis la seule ici, en tout cas, à avoir participé à des commissions de bourses scolaires ou à avoir participé à des commissions d'attribution du budget staff. Concernant la question flamme, donc, ce que je voudrais dire, c'est que le sénateur Olivier Cadic avait fait voter le chèque éducation flamme au Sénat. Il est tombé à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra imposer parce qu'effectivement, Charlotte a raison. Il faut absolument soutenir ces petites écoles du samedi qui fonctionnent souvent grâce à des parents bénévoles qui sont soucieux de continuer une éducation en français pour leurs enfants. Et je peux rien dire là-dessus. Il faut rappeler quand même que 80% des enfants français à l'étranger sont à l'extérieur des lycées français. Et ça, je pense que c'est vraiment une question qui est extrêmement importante. Concernant les bourses scolaires, alors juste sur un point de méthode, ce qui se passe, c'est que dans un consulat, vous avez des dossiers de bourses scolaires et vous devez, les conseillers des Français, alors d'abord ils sont pris par l'administration, puis ils sont présentés aux conseillers des Français, les conseillers des Français donnent un avis en fonction de ce qu'on leur donne, ils repartent à Paris et Paris a le dernier mot, ils décident d'abonder dans le sens des conseillers ou pas. Depuis peu de temps, ce sont les conseillers qui ont la totalité des voix, qui choisissent d'attribuer ou pas des fonds à un dossier ou à un autre. En Uni, et mon suppléant Nicolas Hatton, qui est président et fondateur des 3 millions, ne me contredira pas, je pense, c'est extrêmement important quand votre passeport est relié à votre statut de résident. Que se passe-t-il quand vous n'avez plus de passeport? Donc je pense qu'aujourd'hui, cette question d'accessibilité aux services publics, c'est un facteur d'insécurité pour les gens qui s'inquiètent, qui se disent qu'est-ce qui va m'arriver si demain je perds mon passeport, ma carte d'identité, et surtout ça s'inscrit dans une dégradation du service public qu'on voit de plus en plus. Et je ne jette pas la pierre aux agents consulaires qui font de leur mieux, mais enfin aujourd'hui on n'a plus de journée d'appel de préparation à la défense, dans la plupart des consulats, il y en a encore quelques-uns qui arrivent à maintenir quelque chose, mais dans la plupart ça n'existe pas, et les décisions qui sont prises par la France ne sont pas toujours adaptables à l'étranger. Là par exemple, la France met en bêta-test, j'ai découvert ça hier, j'étais hors de moi, on met en bêta-test une application qui s'appelle Mon identité numérique ou quelque chose comme ça. Et les personnes qui peuvent tester cette application sont des Français en France. Quand on regarde le nombre de ministères qui sont concernés par cette application, il y a plusieurs ministères, mais il manque cruellement le ministère des Affaires étrangères. Alors qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que, comme pour l'identité numérique de la Poste, où il faut rappeler qu'il y a certains pays encore de la circonscription qui n'y ont pas accès, est-ce qu'on attend à ce qu'on nous dise on crée quelque chose pour vous, mais finalement, à la fin, ça ne marchera pas pour vous? Et ça, c'est ma plus grande crainte, en tout cas, sur cette question d'identité numérique. Et je pense que c'est quelque chose à surveiller. Et c'est précisément le travail d'un député de faire du lobbyisme pour les Français de l'étranger pour qu'ils soient inclus dans ce genre d'expériences qui sont extrêmement importantes et qui pourraient fondamentalement changer le quotidien des Français installés sur la circonscription. Financier pour soutenir ces services-là. Pardon. Une précision, vous dites vraiment pour la dématérialisation, même pour le passeport, pour les demandes de passeport, oui. etc. Oui. Donc, oui. C'est juste que je voudrais donner la parole à... Oui, mais si je peux interpeller juste vraiment en 30 secondes, je ne l'ai pas fait depuis le début, mais hein, ça c'est vraiment une question qui est importante. Non, ce que je veux dire, c'est que la dématérialisation, elle existe déjà au Royaume-Uni et en Irlande. Quand vous demandez un passeport, quand vous demandez un renouvellement de passeport, et là aussi ça concernerait le renouvellement pour éviter le risque de fraude, vous pouvez le faire en 3 clics sur Internet et dans quelques jours, voire quelques semaines. Bon, là en ce moment en Irlande par exemple, c'est quelques semaines avec le backlog des Britanniques qui demandent des passeports irlandais.
Mais en tout cas, vous obtenez votre passeport à la maison. Donc ça, c'est extrêmement important. Les tournées consulaires, ça n'arrange rien. Par contre, pourquoi? Parce que les agents qui se déplacent en tournée consulaire n'ont pas le matériel avec eux pour faire des demandes de passeport. Donc quand ils se déplacent pour répondre aux questions des ressortissants, ils se déplacent pour faire des procurations, établir des procurations, et c'est très bien, et je pense qu'elles sont tout à fait souhaitables, ces tournées consulaires, mais malheureusement, elles ne peuvent pas servir à récupérer des demandes de carte d'identité ou de passeport. Voilà. Merci. Alors moi, députée, tout d'abord, je vais vous parler de sujets que je connais, de sujets que j'ai expérimentés, que je connais personnellement parce que j'ai travaillé sur ces sujets-là, aussi bien au niveau local qu'au niveau réglementaire, sont des sujets que je connais. C'est la première des promesses que je peux vous faire. La deuxième, c'est que je ferai passer toujours mes électeurs avant les partis politiques, puisque mes élections, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, je les dois aux électeurs et pas aux partis. Donc je pense que ça c'est extrêmement important, donc vous êtes les premières personnes à qui je rendrai des comptes. En Irlande, lors des dernières élections, j'ai obtenu 3 sièges sur 4 avec 60% des voix et j'avais toutes les étiquettes face à moi. Je pense que la liberté trouve toujours un chemin. La liberté, c'est d'avoir le choix. Je m'inscrirai dans la majorité présidentielle parce que c'est là où on fait avancer les choses et parce que je partage la vision pro-européenne et cette envie de dépasser les clivages partisans pour aller dans la bonne direction. Mais je saurai, j'espère, en tout cas ne pas être ni dans une allégeance au gouvernement, ni dans une opposition stérile. Ce que j'espère, c'est vraiment trouver une position équilibrée pour défendre les Français d'Europe du Nord.